Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille sur le podcast Persévérer pour mieux rêver. Mes invités ont une passion, un rêve qu'ils ont choisi de transformer en carrière. Ils vous parleront de leur parcours, des obstacles qu'ils ont rencontrés, mais surtout de l'importance de ne jamais abandonner ses objectifs. J'espère, à travers ce podcast, vous permettre de trouver la force et la motivation de suivre vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Jessica, bienvenue dans le podcast. Merci, bonjour Justine. Alors je te laisse te présenter donc toi et tes activités professionnelles et artistiques. Donc je m'appelle Jessica Da Silva, j'ai 32 ans. Je suis artiste lyrique depuis très longtemps, depuis mes 6 ans. Aujourd'hui, je suis toujours artiste lyrique dans les chœurs de l'Opéra de Paris et je suis thérapeute de par la voix, j'appelle ça, donc, parce que ça a commencé avec des cours de chant. Aujourd'hui, ça prend une ampleur un peu différente qui est aussi beaucoup tournée vers la psyché, vers le rapport de chacun dans son identité pour se trouver. Et voilà, j'ai vraiment les deux activités actuellement. Je suis et sur scène et du côté des coulisses, du côté des artistes aussi qui ont envie de faire ce métier. Et ça, la thérapie, tu l'as développée comment ? Du coup, tu as fait des cours pour apprendre à créer toi tes propres ateliers de thérapie ou tu l'as fait au ressenti ? Ça a été vraiment les deux. C'est-à-dire que j'ai commencé tôt, c'est-à-dire que vers 20 ans, j'ai commencé à donner cours, puisque ça faisait quand même un petit moment déjà que j'étais dans le métier. Et en fait, ça a tout de suite fonctionné. J'ai trouvé quelque chose qui me plaisait énormément. C'était fluide. Alors évidemment que j'avais déjà pas mal d'éléments techniques à distribuer, mais je me suis vite rendu compte que c'était dans le rapport à l'autre que je me sentais bien et que j'avais un peu quelque chose de particulier dans ce rapport à l'autre. Notamment dans la conduite d'un chemin personnel et de se retrouver soi. Voilà, j'ai peut-être fait ce que j'aurais aimé qu'on m'aide à faire plus tôt aussi. Oui, exactement. Ça, tu veux peut-être en parler de cette difficulté peut-être à se trouver soi-même dans le métier. Dans ce métier-là. Ouais. Et je pense dans la vie de manière générale, parce je pense qu'on est nombreux dans ce métier ou hors de ce métier à avoir du mal dans l'enfance et l'adolescence à trouver notre place. C'est exactement ça en fait. C'est pour ça que ça prend une ampleur différente aujourd'hui. Parce que je pense que c'est une nécessité pour chacun dans notre société actuelle. On parle beaucoup d'individualisme, mais bon voilà, ça j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que c'est pas forcément un bel individualisme. Les gens sont pas au cœur d'eux-mêmes, ils sont souvent au cœur de ce qu'on leur demande de faire. Et voilà, moi j'ai connu ça plus jeune, puisque en démarrant tôt, je me suis très vite confrontée à des attentes techniques. Donc j'avais ce qu'on appelait une voix naturelle qui fonctionnait très bien naturellement. À partir du moment où on a mis un peu les mains dedans, j'ai voulu répondre à ce qu'on me demandait et je me suis plus ou moins perdue. Après, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'aspect technique des profs. Il y a eu aussi le rapport à la scène qui est très angoissant, qui en fait te fait perdre ton corps en fait, au fur et à mesure. Tu t'éloignes de toi puisque tu as peur, tout simplement. Et on ne nous en parle pas, ça, jeune. On nous fait comprendre que c'est que le travail. C'est compliqué parce que moi, j'étais quelqu'un qui travaillait beaucoup et ça n'aidait pas dans ce problème-là de rapport de détente, de rapport à soi. Plus j'en faisais et justement, plus je me perdais dans une forme de volonté qui ne m'amenait pas forcément où je devais. Mais tu avais l'impression que finalement, il y avait moins ce côté humain dont tu aurais eu besoin et qu'on t'a vraiment mis dans une figure technique et pas trop humaine. Et très performante. Ouais. C'est pas une première d'être interviewée parce que je l'ai fait beaucoup jeune. Comme j'étais jeune soliste à l'amphithéâtre de l'Opéra de Paris, j'ai participé à des interviews déjà pour des journaux, pour des grands médias comme on appelle ça, mais aussi on a fait des espèces de reportages documentaires sur moi quand j'étais plus petite. Et alors ça a un côté déjà hyper angoissant quand t'es enfant parce qu'il y a une attente. Il y a un regard de l'autre, et puis, est-ce que c'est vraiment à sa place ? Je me pose toujours la question de mettre un enfant au centre du regard des autres, si jeune. Oui, finalement, ça te met une pression, une attente de la société que t'es peut-être pas prête à encaisser, en fait. Voilà. En tout cas, on le fait, sur le coup. Puis on fait semblant de bien le faire, mais au final, après coup...
Bah oui, il y a des restes, quoi. Ça nous marque plus que ce qu'on pense au moment où on le fait. Et ça, j'ai mis du temps à m'en rendre compte quand même. Hein. Oui, parce qu'il faut je pense qu'il faut aussi avoir la maturité et le regard. Peut-être, je comprends que ça soit venu un peu en donnant des cours. Parce que je pense que c'est en revoyant quelqu'un vivre ce que tu as traversé que tu te dis ah, j'aurais pas aimé. Enfin, j'aimerais qu'il le vive pas de la manière où je l'ai vécu. Exactement. En fait. Ça a conduit totalement ma façon de donner les cours. Même si, bon, heureusement, j'ai vraiment eu une très bonne pédagogue dans mes dernières années auprès de moi. Quelqu'un qui m'a vraiment aidé à reconstruire ma voix de façon naturelle et spontanée, sans une attente très précise, une couleur très précise qu'elle voulait. Donc ça, franchement, je la remercie pour ça. Mais même au-delà d'elle, il y avait toute une humanité et un rapport dans la voix parlée, étonnamment. C'est-à-dire que je sentais que les élèves avaient besoin de parler autant que de chanter, puisque pour retrouver le cœur de ta voix, t'es obligé un peu de retrouver le cœur de ton âme. Alors ça paraît un peu poétique, mais je pense pas, enfin tu vois, parce que l'âme c'est quand même, ça a plein de définitions aujourd'hui. C'est au centre de notre corps, notre tête, nos expériences. Et la voix, c'est exactement ça. Donc je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas toucher uniquement la technique et qu'il y avait une notion psychique extrêmement puissante dans la voix. Oui, puis je pense que c'est ce qui est touchant chez un artiste, c'est on pardonne les imperfections si on ressent, si on comprend les émotions qu'il essaie de nous transmettre. Oui. Et je pense que finalement, du coup, on accorde parfois plus d'importance à aux paroles ou à la manière de se comporter ou à une identification qu'on peut avoir de lui qu'à la technique vocale en elle-même. Bah oui, qui devient très froide en fait. Et c'est là aussi où l'artiste se perd, puisqu'il est plus proche de ses émotions. Il les perd au profit de la technique. Et en fait, il me semble qu'un artiste, c'est quelqu'un qui allie une très bonne technique qu'il ne sent même presque plus au bout d'un moment. Donc ça, c'est un enjeu, hein. Bien sûr qu'il y a un travail technique. Mais cette technique est tellement fluide qu'elle lui permet d'être totalement spontané et vrai dans ce qu'il a à dire. Que ce soit comédien, d'ailleurs, hein, dans la voix parlée, ou dans les chanteurs en chant lyrique, en variété, en ce que tu veux, hein, d'ailleurs. Et est-ce que tu as le sentiment que cette pression qui est mise sur les chanteurs dans ce travail technique, c'est particulièrement vrai pour justement le milieu classique et le milieu lyrique plus que dans les autres types de musique? Oui. Parce que peut-être tu commences plus jeune. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, toi, ou tu penses que c'est pareil dans tous les types de musique? Non, je pense que le monde lyrique est très particulier là-dessus, parce qu'il y a quand même une technique qui est requise pour dépasser un orchestre. On n'a pas la même technique que pour chanter dans un micro, donc c'est vraiment on est un peu dans de la technique de haut vol pour le coup, très pointue. Donc oui, on a forcément une attente particulière, mais ça n'empêche pas qu'on peut passer par le cœur du timbre de la personne pour trouver cette voix-là. Or aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui démarrent jeunes et qui cherchent à plaquer un son, et on l'entend même chez les profs, hein, je veux dire en France on voit encore ça, où des profs ils ont une attente de couleur avant même d'avoir découvert la voix de leur élève. Et c'est un peu triste, parce que ça fait des dégâts, et techniques, et corporels, mais aussi mentaux, quoi. C'est vraiment dommage. Et est-ce que tu as le sentiment qu'on t'a donné le choix de peut-être pas faire ça toute ta vie si t'en avais envie, ou qu'on t'a toujours poussé à en faire une carrière? Jeune, moi j'ai été clairement poussée. Bien sûr que j'avais une voix naturelle, je te l'ai déjà dit, donc je n'enlève pas du tout qu'il y ait quelque chose qui m'appartenait, où je chantais naturellement avec une voix dite lyrique, alors que mes parents ne sont pas du tout dans ce métier-là. Hein. Mes deux parents n'étaient pas même du tout dans le monde classique, j'écoutais pas ça à la maison. Moi, c'est Piaf qui m'a fait chanter, donc voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes sphères. Mais ça n'empêche que j'ai eu quand même une maman qui en attendait beaucoup trop, justement, de cette spécificité-là. Après, ça s'est pas que joué dans la voix, hein, parce que j'avais été déclarée... c'était l'époque que des surdoués à l'époque, donc il y avait aussi ce surdouement à assumer. Donc je les relie un peu les deux, parce que dans les deux cas, c'était assez difficile, parce qu'il y avait une pression derrière. Donc en effet... je pense que j'avais vraiment un désir de ma part, mais il a été tellement mélangé avec celui de ma mère qu'à un moment donné où je ne savais plus pourquoi j'étais là. Oui, parce que finalement, à 6 ans, peut-être que tu aimais chanter, mais est-ce que tu formulais le fait que tu avais envie de prendre autant de cours et de prendre cette voix lyrique-là, ou est-ce que la décision n'est vraiment pas venue de toi au tout départ? Je ne saurais plus te dire.
Je sais juste que ça s'est mélangé, que moi j'étais quand même quelqu'un qui voulait bien faire. Tu sais, quand on est enfant, on a quand même envie de faire plaisir à ses parents. Et il y avait les deux. Il y avait les deux. Je pense que j'aimais chanter, vraiment. Et que j'avais envie d'y arriver. Je sais pas comment dire, parce qu'aujourd'hui, je parlerai plus comme ça, mais j'essaie de retrouver enfant comment je devais penser. Oui, j'avais peut-être cette envie de réussir, de montrer que je pouvais y aller. Mais c'est vrai que j'avais une anxiété que j'aimerais pas que mes enfants aient aujourd'hui, clairement. Et une pression qui était très particulière, parce qu'il y avait des tournées déjà, je te dis, il y avait des rapports médiatiques, il y avait pas mal de choses qui m'écartaient d'une vie d'enfant. Donc oui, je pense que c'était trop tôt, mais c'était comme ça. Ouais. Je veux dire, voilà, mon parcours, il est comme ça. Aujourd'hui, je le regrette pas. Mais un petit peu plus tard, un peu moins de pression, un peu moins de stress, peut-être que ça aurait été plus sympathique à vivre, mais je serais peut-être pas devenue thérapeute. C'est sûr. Voilà, tu vois. Mais je pense que c'est tout. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup d'artistes, le fait d'avoir eu du mal enfant en fait à se trouver, à trouver sa place, et après à essayer peut-être de combler ce manque-là par la transmission aux autres, qui peut passer par ton art, ta musique, ou par juste aider en effet en thérapie d'autres artistes. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez. Je trouve que et d'ailleurs c'est peut-être la beauté de l'art, c'est de pouvoir montrer les failles et les rendre belles en fait. Bah oui, tout à fait. Tout à fait. Mais j'ai l'impression que c'est un sentiment qui est assez partagé. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Après, en question de place, justement, ma place, elle était presque trop définie. Ouais. Tu vois, quand je suis sortie de l'enfance, vers 16-18 ans, on va dire, vraiment, je me suis confrontée à je continue ce métier, mais là, je rentre dans le grand bain. J'ai plus ce petit côté ah bah oui, on m'a remarqué parce que j'étais jeune. Enfin, tu vois, il y avait plus la jeunesse qui était en jeu. Mais ma place était déjà clairement définie, même au sein du chœur où j'étais et tout. J'étais, oui, je déteste dire ça, mais j'étais un peu la petite star, quoi. J'étais celle qui chantait bien, qui était scéniquement assez visible. Et donc, bah, quand tu grandis, t'as un peu l'impression que tu perds quelque chose. Et ça, c'est un peu triste. Ouais, ça fait une adolescence un petit peu moins légère, peut-être. Bon, là, l'adolescence, c'est pas léger, hein. J'ai jamais dit ça. Mais il y a ce rapport de est-ce que je vais réussir encore. Est-ce que c'est une question qui t'arrive encore de te poser aujourd'hui ou pas, ça ? Franchement, je vais être honnête, ça fait pas très longtemps que je me la pose plus. Ouais. Mais l'enjeu est très différent aujourd'hui. L'enjeu, c'est d'être bien et de me sentir à ma place. J'ai accepté récemment que ma place, elle était vraiment, je crois presque aujourd'hui, plus du côté des artistes, à les conduire, à les aider. Mais c'est un peu tristoun aussi que je dise ça, parce que je suis bien aussi sur scène et il y a quelque chose qui reste en moi de volonté, d'avoir des choses à dire à travers des rôles, à travers des mélodies. Mais je pense que trouver sa place particulièrement dans une activité n'empêche pas d'aimer sa place dans une autre. Voilà, en fait, mais c'est accepter qu'on n'en a pas qu'une seule aussi. On peut avoir, selon les personnalités, plusieurs endroits d'épanouissement, tout simplement. Et maintenant, je crois que je me verrais plus sans le côté thérapeute. Je pense que j'en serais très malheureuse. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que je me dise « Ah bah c'est l'un ou l'autre ». Ça reste les deux, je pense, en plus, sont conjoints et nourrissent. Oui, totalement. Puis je pense que ça doit aider les autres doit t'aider aussi d'une certaine manière. Je pense que ça doit être un vrai échange. Tu dois recevoir aussi les émotions des gens et ça te fait grandir aussi. Carrément. Bah, de toute façon, on dit qu'un bon prof, c'est quelqu'un qui apprend de ses élèves. Bon voilà, moi je me mets pas en tant que prof, mais bon, il y a quand même un rapport évidemment de savoir qu'on transmet dans ce que je fais. Et en effet, c'est un plaisir parce que c'est toujours un moment d'échange. Et tous les cours sont différents, puisque tous mes élèves sont différents. Ils ont tous une voix différente, un passé différent et des désirs différents. Donc ça, je m'ennuie jamais. Ouais. Je m'ennuie jamais. Puis du coup, tu essaies de pas leur faire vivre ce que t'as vécu, d'être finalement mise dans une case et d'aller là où on veut t'amener techniquement et d'essayer de faire quelque chose qui leur ressemble et qui ressemble à leurs envies. Bah, c'est vraiment le plus important dans mon boulot. C'est de rester près d'eux, tout le temps près d'eux. Et de pas les laisser, parce qu'ils ont envie, hein, des fois, ils ont déjà l'image de ce qu'ils veulent artistiquement. Mais souvent, c'est une image qui appartient déjà à un autre artiste ou qui est déjà une projection d'un des parents.
Ça peut être plein de choses. Et donc, vraiment, mon boulot, c'est de les faire se découvrir aussi, à des endroits qu'ils n'avaient pas forcément encore vus d'eux, dans des angles morts. Et ça, c'est hyper intéressant. Oui, donc en tout cas, moi, c'est vrai que c'est presque, tu vois, il y a quelque chose de l'ordre du combat, quoi. C'est vrai dans ma façon d'enseigner, parce que je veux que les gens soient proches d'eux, s'aiment, et qu'ils vraiment ils trouvent leur unicité. C'est vraiment important ce mot, dans leur diversité. Donc c'est ça qui est au cœur de mon travail en effet, et aussi de leur éviter des dégâts techniques, hein, si on parle très concrètement. Moi j'ai eu un œdème dans un des derniers opéras jeunes publics que j'ai fait à l'Amphi de Bastille, puisque j'étais la seule enfant. Dans les autres opéras, c'est des opéras menés par des enfants, hein, avec des bons niveaux, hein. On était tous quand même pas là pour rien, hein, oui. C'était évident. Mais le dernier, j'étais dans un opéra où il y avait pratiquement que des adultes. Et j'avais vraiment un air très performant avec un contre-sol ou un contre-la, tu vois, ce qui est très rarement fait sur scène. Et j'étais en seconde, et donc voilà, il y avait j'étais très anxieuse, j'avais pas spécialement des bons rapports en plus avec mes parents à cette période-là, donc il y avait tout un autre enjeu, et je me suis fait très mal à la voix. Et voilà, ça a dû passer par de la cortisone, ce qui n'aurait jamais dû avoir lieu. La cortisone, je ne sais pas si tu sais, mais c'est un anti-inflammatoire assez encore utilisé, hein, et ça c'est très triste par certains chanteurs quand ils peuvent vraiment plus rien faire, quand la voix est trop fatiguée, qui excite un peu les cordes et qui fait une tonicité sur les cordes pour qu'elles puissent s'accoler alors que normalement elles ne pourraient pas. Sauf que sur le coup tu le sens pas, mais en fait tu leur donnes des coups. Et donc tu le payes. Oui, donc, tu tires vraiment sur la corde en fait. Exactement, c'est un beau jeu de mots ça. Tu tires sur les cordes. Ouais. Oui, tout à fait, tu tires sur les cordes. Et donc, c'est un œdème qui est resté longtemps et qui, je pense, même pourrait revenir, même s'il est... Tu vois, c'est comme un trauma. Il est jamais parti vraiment. Parce que j'ai vraiment eu mal, et puis c'était un air que personne pouvait chanter à part moi. À ce moment-là, il n'y avait pas de doublure là-dessus, donc la pression, elle était énorme, quoi. Il y avait... Voilà, ça, c'est des choses que j'ai pas envie que mes élèves vivent. Et puis aussi de jamais avoir un inconfort. Je reçois encore des élèves qui ont déjà pris des cours de chant et qui me disent « Ah bah c'est fou, parce que moi, quand je sortais, j'avais mal. » Je dis « Mais attendez, quand vous allez à un endroit, n'importe où, un cours de chant, n'importe où, si vous sortez et que vous avez mal, il faut se barrer très vite. Ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Ça fait pas mal d'aller au bon endroit. » Oui. Exactement. Puis c'est dommage en plus qu'ils aient cette vision-là si jeune de il faut se pousser, il faut avoir mal. Oui. Enfin, mal, que ce soit physiquement ou mentalement. Enfin, c'est dommage en fait d'amener des enfants dans une carrière qui peut leur faire mal. Enfin... Ouais, des enfants et des adultes. Hein. Moi, j'ai pratiquement que des adultes en cours. Hein. Ouais. Les enfants, pas trop, parce que normalement, en chant lyrique, de toute façon, les conservatoires, c'est pas avant 18 ans, hein, puisque c'est une voix d'adulte. C'est une voix que moi j'appelle sexuée. Ce qu'on entend, les voix d'anges, d'enfants, sont des voix non sexuées, donc elles ne demandent pas du tout une technique, normalement, elles sont spontanées. Hein. Bon, après, évidemment, tu as des enfants qui ont des dégâts vocaux, hein, mais c'est autre chose. La technique lyrique, normalement, elle commence à partir de 18 ans. Et un larynx se termine autour de 25 ans. Donc tu te doutes bien que quand on voit des carrières assez jeunes qui démarrent, non seulement on n'a pas la totalité physiologique normalement, et donc on est loin d'avoir l'entité artistique en entier. Totalement. Voilà. Et là, quand tu commences jeune, donc comment ça se passe donc déjà, dans ton cas, quand tu as commencé, comment ça se passe comment on t'apprend en fait justement à chanter enfant comment se construisent les cours et combien de temps ça prend dans une vie d'enfant de faire tout ça? Il y a eu plusieurs époques, on va dire. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai démarré un peu par hasard quand même, parce que oui, je chantais bien. Oui, ça, mes parents l'avaient remarqué, puisqu'ils me faisaient déjà chanter dans les restaurants. J'ai déjà des souvenirs un peu comme ça, que j'aime pas trop, quoi. Tu vois, où je vois un peu un petit singe savant qui est un peu montré, mais bon, ça c'est comme ça. Il y a eu cette première période-là. Mon père, il est passé devant un conservatoire, le conservatoire du 14e, autour de mes 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans. Et il y avait une audition pour la maîtrise du 14e qui avait lieu le jour même. Et mon père, il rentre, il voit cette audition devant le conservatoire. Alors, mon père, il vient pas du tout des milieux de conservatoire, donc bon. Il va à l'accueil et dit « Ouais, ma fille, elle chante super bien, j'aimerais bien que vous l'écoutiez, quoi. » Bon. Et donc, j'ai chanté. Il y avait de la place à cette audition, j'ai chanté. Alors, la personne qui
qui dirigeait cette maîtrise, et un chœur préparatoire aussi. Ah oui, mais alors a tout de suite flashé sur ma voix, tout de suite il y avait quelque chose. Ah non, pas le chœur préparatoire, alors que normalement j'avais l'âge du chœur préparatoire. Ah non, on la rentre tout de suite à la maîtrise. Donc il y a eu cette espèce d'adoration de cette première personne que j'ai croisée dans ma vie, qui je crois qui enseigne toujours d'ailleurs. Et qui a fait un espèce de qui a aidé mes parents à se dire ah mais oui, il y a vraiment quelque chose pour que Jessica réussisse là-dedans. Donc il y a eu ça, et après 1 an et demi après, un truc comme ça, autour de mes 7 ans, il y a eu un projet à l'Opéra de Paris, donc dans l'amphi, où on est rentré en tant que chœur, notre maîtrise. Et c'est vraiment tôt, en plus, 7 ans, pour monter sur scène, sur une scène aussi prestigieuse que l'Opéra de Paris. Bah ouais, c'était dingue, mais pour toute notre maîtrise, oui, c'était super. Enfin, j'ai un souvenir où c'était quelque chose, quoi, tu vois. Et on était avec d'autres chœurs. Il y avait la maîtrise de Paris, et puis il y avait le chœur Sotto Voce, dans lequel je suis rentrée bien après. Et donc voilà, on a fait cet opéra dans les chœurs, et il y avait des enfants solistes sur scène, dont 2 premiers rôles assez visibles. Et l'année d'après, ils ont réauditionné les chœurs pour trouver leur nouveau soliste dans cette même production. Et voilà, je suis arrivée et j'étais le premier rôle, donc à 7 ans et demi, 8 ans, 8 ans. Donc c'est un peu un rêve aussi quand t'es môme quand même. Oui, c'est ça, là je pense que t'arrives très tôt à ton rêve. Bah ouais, t'arrives, t'es dans les chœurs, et puis hop, tu refais une audition. Puis moi, j'étais pas du tout... Enfin, j'étais une bosseuse, mais j'y croyais pas. Je me rappelle avoir dit à ma mère, mais ça marchera jamais. Et cette prof qui était derrière, qui disait, mais c'est évident que c'est elle qui va avoir le premier rôle. Et moi, mais je t'assure, j'y croyais pas du tout. J'ai jamais été dans cette espèce d'envergure c'est ma place. C'est oui, toujours bizarre. Tu l'as toujours fait avec humilité, en fait. Ouais, je me suis jamais dit que c'était ma place. J'y allais parce que j'avais envie d'y aller. Mais pas parce que... Oui, c'est... Attention, c'est... Je sais pas comment te dire. Il y a un truc de place que je me suis jamais octroyé. Ouais. Ça a été encore un problème assez longtemps. Voilà, après. c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu penses que c'était une bonne chose ou pas de pas arriver en pensant que c'était gagné d'avance, au final? À une certaine période, c'était bien. Et après, je pense que ça m'a rattrapée à d'autres moments, plus tard, où c'était trop. Il fallait accepter aussi... de savoir faire ce que je savais faire, quoi. Ouais. Et cette idée d'être toujours dans l'humilité, comme tu dis, d'être toujours un peu en dessous de son niveau dans sa tête, bah, au bout d'un moment, bah, ouais, t'acceptes pas ce que tu devrais avoir. On se programme un peu quand même. Oui, en fait, finalement, on se ferme peut-être des portes parce qu'on pense qu'on n'a pas le niveau. Ouais, alors que dans les faits, même quand les gens me disaient, mais évidemment que le niveau est là et tout, moi, j'avais toujours du boulot encore à faire. J'avais toujours mes preuves à faire. Voilà, donc y a peut-être des choses que j'ai loupées à cause de ça, mais bon, aujourd'hui j'ai pas à me plaindre, quoi. Je bosse encore dans une belle maison, je te dis, je suis dans ça je regrette pas parce que même c'est un parcours différent, mais qui est aussi dans mon identité, quoi. C'est moi, c'est complètement associé à moi et dans ma façon de l'enseigner, cette pratique-là artistique. Et là, quand t'es sur scène, donc pour la première fois, et que t'as ce rôle-là et tout ça, tu te dis, je vais être là toute ma vie. Oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre du totalement inédit, puisque c'est là quand même qu'il y a eu forcément le rapport avec des télés, voilà, il y a eu un espèce de projecteur qui s'est mis... donc dès l'âge de 7-8 ans, finalement. Ouais. Ouais, c'est tôt quand même. Hein. Parce que maintenant, là, quand je vois ma fille qui a 8 ans, c'est ma 2e, je me dis, waouh. Enfin, non. Oui, c'est ton bébé. C'est mon bébé, exactement. Et moi, j'ai des images de moi dans les coulisses où je ne suis pas un bébé. Ouais. J'ai un peu l'impression d'avoir les mêmes yeux que maintenant, tu vois. Oui, finalement, en fait, on t'a demandé d'avoir une place d'adulte dans une vie d'enfant assez tôt, finalement. Voilà. Et après, ça a continué, parce que je suis restée soliste dans un autre opéra... derrière, donc après Brundibar, il y a eu un opéra de jazz composé par Didier Lockwood, qui n'est plus, et qui était une sacrée aventure aussi, puisqu'à chaque fois, on les crée à l'amphi. Donc, comment ça se passe clairement ? On n'a plus de vacances scolaires. On vient bosser sur toutes nos vacances scolaires à l'amphi de Bastille. On prend sur nos week-ends. Ouais, donc ça fait quand même des vies un peu chargées, parce qu'on moi, j'étais encore en cursus normal en primaire. Tu gardes une scolarité normale jusqu'au CM2. Jusqu'au CM2. Ouais, après au collège, j'ai été à l'école des enfants du spectacle dans le 5e, qui est vraiment une espèce de petit cocon pour pas mal d'artistes
Voilà, on est une classe par niveau. Hein. Il y avait pas mal de petits, tu vois, de gens qui avaient déjà affaire un peu à du succès que je vois plus vraiment bosser. Donc ouais, fallait quand même, là pour le coup, fallait avoir envie de continuer en sortant de ça, parce que c'était super, on avait de la chance. On avait école que le matin et l'après-midi, on avait du temps pour faire ce qu'on aimait. Mais je te dis, ça reste quand même complexe parce que tu avais des gens, ils étaient là vraiment sans pression de leurs parents, ça j'en voyais, mais on était quand même beaucoup où, ouais, on aimait ça, mais il y avait des exigences qui étaient derrière, quoi. Oui, tu te demandais parfois si c'était ton rêve ou si c'était plutôt celui de tes parents. Ouais, c'était... En tout cas, je me sentais pas libre. Ouais. Je me sentais pas si libre. Tu vois, j'ai pas envie... Voilà, je leur jette pas la pierre, hein, mais j'étais pas si libre et ça... Ouais, aujourd'hui, ça reste bien ancré dans ma personnalité parce que je reste assez rebelle. J'aime bien aller à contre-courant, mais j'espère pour de bonnes raisons, hein, toujours. Mais j'ai pas peur d'aller à l'envers de ce qui est attendu. Donc, je sais pas si ça vient d'eux, tu vois, mais en tout cas, voilà. Mais ça vient en tout cas de l'expérience que tu as eue et des conclusions que tu en as tirées et du caractère que tu en as tiré. Parce que tu as été obligée de te protéger assez jeune. Et ouais, clairement. Ouais, clairement. Puis après, je faisais du piano, je faisais de la guitare aussi au conservatoire. Enfin, je veux dire, ça s'est rajouté. Il y avait donc les projets de l'amphi, de l'opéra. Il y avait donc tout le solfège. Enfin, tu vois, j'ai passé mes diplômes de solfège et tout. Puis j'étais dans le chœur sotto voce à partir de mes 10 ans, je crois. Ouais, ça, 10 ans. Et donc ça, c'était à Créteil. C'était tous les mercredis, tous les samedis. Il y avait aussi on faisait plein d'autres trucs à côté. Non, c'était riche, quoi. Et puis, il fallait maintenir un bon niveau scolaire. Ce que j'ai vraiment réussi à faire. Après, ouais, je sais pas. On va dire qu'il y a eu 4 grosses productions auxquelles j'ai participé. Mais c'est déjà pas mal entre mes 8 et mes 15 ans. Voilà. Et c'est vrai que l'arrêt de ça a été très mal vécu. Hein. Enfin, quand ces productions-là se sont arrêtées, qui étaient quand même super particulières. Enfin, je veux dire, on est à l'opéra, on est dans des beaux costumes, on est maquillé, on est coaché, on a des super coachs en plus. Enfin, voilà, tu vois, tu sens que tu es dans du pro, tu sens que tu es quand même arrivé à un endroit qui est artistiquement légitime. Oui, puis c'est pour ça que tu as travaillé toute ta vie, c'était pour ces places-là, quoi. Donc tu as peur de perdre ou tu as peur de reculer quand tu sors de ça. Et c'est ça, moi je pense que c'est important d'en parler parce que y a pas de tabou là-dessus. Ouais, j'ai vraiment fait une forme de dépression assez grave en 3e avec un passage à l'acte. Et donc je pense que c'est cette pression, elle a, au bout d'un moment, il y a encore une histoire, tu vois, de corde. Qu'est-ce que tu as dit comme jeu de mots tout à l'heure ? Tirer sur la corde. Tirer sur la corde, bah voilà. Bah là, on était encore là-dedans, et là, elle a pété clairement la corde. Ouais. Et voilà, c'était mon corps qui me rattrapait, ma tête et mon corps. Et d'ailleurs, en fait, tu vois, je suis en train de réaliser que le moment où il y a eu l'œdème, là, bah, c'est au même moment. Et oui, c'est ça. C'est qu'en fait, à un moment, t'es juste arrivé au bout de ce que tu pouvais donner. Voilà, quoi. C'était la même période, en fait. Oui, c'est dingue, tu vois, en parlant avec toi, je me rappelle que c'était la même période. Et donc, ouais, il y avait un truc qui était au bout. Il fallait faire autrement. Et là, comment ça se passe donc pour faire autrement ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là ? Ah bah, tu fais exploser pas mal de choses dans ces moments-là. Tu redeviens une ado comme les autres. Tu fais des conneries. Tu te mets à fumer, à picoler. C'est une bonne idée, ça. Ouais, non, mais en tout cas, tu vis ta vie d'ado. T'arrêtes de te mettre dans un... Au collège, moi, je sortais pas. Je voyais pas mes copines. J'avais pas ce rapport social fort. J'avais 3 très bonnes amies. Mais bon, elles aussi, elles étaient dans le mi-temps. Donc, elles avaient leurs histoires, leur travail à côté. On se voyait, mais on faisait pas les... Des fois, j'entends des collégiens avoir des vies de lycéens, pour moi. Ouais. Voilà. Oui, t'avais pas la vie que tu permets aujourd'hui à tes filles, par exemple, d'avoir Bon, pas cette encore, parce que j'en ai une qui rentre en 6e. Mais oui, c'est sûr que les filles, j'espère qu'au collège, elles seront plus libres que moi. Ouais. Franchement, qu'il y aura moins ce truc de bien faire, très carriériste, quand t'es au collège. Pour moi, ça n'a pas sa place. Au final, ça n'a pas sa place. Mais le lycée, voilà, j'ai fait des conneries, j'ai continué et j'ai fait autrement pour plaire à mes parents. Attention, je suis rentrée à CV Prod à cette époque-là, qui est une école qui était tenue par Richard Cross, qui avait pignon sur rue, puisque c'est là où tous les gens des Starac, de Popstar, arrivaient après avoir été détruits face caméra. Donc j'ai côtoyé aussi ce monde-là.
en gardant mes cours de piano, bien évidemment, le fait d'être en chœur à sotto voce, faut pas rêver non plus. Mais il y avait cet autre monde-là qui s'est ouvert à moi, qui était celui de la variette. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as trouvé pour la première fois l'accompagnement dont tu avais besoin finalement peut-être dans ton enfance? Tu veux dire dans CV Prod? Ouais. Non, je l'ai trouvé plutôt dans mes potes à cette époque-là. Ouais. On était tous un peu on était un peu brûlés. On était tous un peu mélancoliques. On était une sacrée équipe. On était dans la seconde musique de l'option musique. Donc voilà, on se serrait les coudes et puis on avait tous quand même des rêves artistiques. Et puis j'étais aimée pour ce que j'étais, plus dans la performance avec eux. Mais ils m'aimaient beaucoup artistiquement, hein. Ça, je te dirais pas. Bien sûr qu'au lycée aussi, j'ai eu 3 années assez magnifiques avec un professeur, la première année, que j'oublierai jamais, que je vois encore, qui s'appelle Annick Chartreux, qui est une compositrice et qui avait composé pour ma voix et 3 corps, une pièce. Oui, tu vois, donc ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, en fait. C'est ça. Mais c'était différent. C'était un truc où j'avais dit non à mes parents, pour plein de raisons. Donc, il y avait quelque chose qui s'ouvrait à moi dans une forme de liberté. C'était très douloureux, hein, parce que faire front à ses parents, moi, c'était quand même très douloureux. C'est très douloureux. Enfin, c'est difficile pour un môme. Moi, j'arriverai jamais à croire qu'un enfant, il se détache de ses parents avec facilité. Enfin, ça qu'on arrête, parce qu'on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. Non, mais tu as totalement raison de le dire. Ouais, parce que c'est encore un des derniers tabous. On parle des femmes, on parle des #MeToo. Le rapport de foyer dans l'enfance, il est quand même pas encore très abordé, hein. Je veux dire, c'est... Oui, je pense qu'en effet, si t'as cette pression-là, ça doit être très dur de se dire, tant pis, ça me fait du mal et je dois faire autre chose, en fait. Voilà, et faire autrement. Et accepter de trouver appui en dehors de ce qui se passe chez toi. Donc ça, faut le faire, quoi, dans ces moments-là. Il faut le faire parce que sinon on s'y perd, on va mal. Mais on s'arrache quand même, hein, parce que on aime les gens qui nous élèvent, quoi qu'ils aient fait. Bien Donc, sûr. Tout le temps, ça c'est un rapport important à savoir, je pense. Et tu as eu des envies à un moment de continuer ta carrière dans le chant, mais de le faire justement un peu plus en dehors du lyrique, ou c'était quand même toujours ça que tu avais envie de faire? Mais non, mais j'ai envie de te dire que c'est encore des projets que j'ai en tête. Il y a une période où j'écrivais beaucoup de paroles pour des chansons. Et puis, voilà, moi j'ai fait des enfants assez jeunes, tu vois, donc je pouvais pas tout faire. Fallait que je passe mon prix, fallait que je bosse aussi, parce que j'avais pas de filet en fait financier. Depuis mes 19 ans, je gagne ma vie. Et donc ça, ouais, bien sûr que ça reste toujours là. J'ai toujours l'espoir. Puis j'ai fait du jazz aussi. Je suis passée au conservatoire du 9e pendant 2 ans en jazz, en première et terminale. Donc oui, dans la voix, franchement, tout m'intéresse. Ouais, aujourd'hui, tu pourrais encore monter ces projets-là et Ouais, mais j'y pense, hein, j'y pense. J'avais commencé à écrire un spectacle aussi autour de la voix qui se basait pas du tout que sur des airs lyriques, hein. Donc oui. J'ai plein de projets encore en fait qui sont pas que dans être numéro 1 de plateau dans des grandes maisons d'opéra. Non, il y a d'autres choses. Heureusement que j'ai vite compris au final que la musique elle était partout. Elle était pas qu'à l'Opéra de Paris, quoi. Oui, bien sûr. Ça, c'est important, je pense, de le comprendre. Ça te fait aussi relativiser peut-être sur ces questionnements que tu as eus justement vers 16 ans, de qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a plus rien d'autre après. Ouais. Peut-être que si tu réalises qu'en fait, il y a toujours autre chose, à ce moment-là, c'est peut-être plus facile à vivre. Oui, il y a toujours autre chose, mais on nous demande vachement quand même aujourd'hui de construire nos vies. Si tu regardes, on choisit déjà nos filières dès 15-16 ans. Enfin, nous, c'était comme ça, tu sais, S quand même, L, E, S... oui, c'est ça, c'est quand tu arrives au lycée, en fait. Ouais, tu vois, t'es jeune. Ouais. Donc, on nous demande, la société nous demande de structurer notre vie assez rapidement. Bah pareil, ça, je suis pas d'accord, tu vois. Je trouve que c'est trop tôt et que, surtout, il faut se dire qu'on peut toujours modifier la trajectoire. Ouais, ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Tu peux rentrer dans une voie puis te rendre compte que, en fait, c'était pas par là que je voulais aller. Il y a des chemins de traverse, ça c'est aussi important de le savoir. Il n'y a pas que les voies royales pour arriver où on veut. Et puis, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, il y a ces espèces de moments d'exception qu'on ne voit pas arriver, de rencontres, qui en fait jouent énormément dans nos vies. Et par exemple, oui, quand j'ai commencé à donner cours, je t'aurais jamais dit, 10 ans après, ça va être quand même au cœur de mes activités. Je suis en train de déployer ça en termes d'entreprise pour qu'il y ait plus
de visibilité, pas spécialement pour l'aspect commercial, mais juste pour la visibilité. Et ouais, j'aurais jamais pensé que ça allait être dans mes projets phares, que c'était vraiment quelque chose qui m'animait. J'ai commencé, je me disais, ouais, c'est vraiment cool, je me sens bien, j'adore faire ça. Mais non, mais tu vois, c'est en faisant aussi qu'on trouve. Oui, c'est ça. C'est en fait, des fois, tu te laisses surprendre et tu trouves un truc incroyable qui te fait encore plus plaisir que ce dont tu as rêvé toute ta vie au final. Mais c'est ça. C'est ça. Après, en termes de rêve, quand j'étais petite, moi, je disais que je voulais être écrivain. Donc, j'ai jamais dit que je rêvais d'être chanteuse. Ah ouais. Ça, c'est marrant d'avoir chanté toute sa vie et d'avoir le rêve d'écrivain. Ouais, j'ai lu toute ma vie aussi. Ouais. Je veux dire que c'est une autre de mes passions. Et j'écris aussi beaucoup. Mais ça, je me dis, bon, tu vois, j'ai le temps quand même encore. J'ai encore le temps, tu vois. Mais tu vois le nombre de trucs artistiquement qui m'intéressent toujours dans les projets. J'ai aussi de la chance de ne pas être uniquement complètement dans une carrière lyrique qui me demande un temps infini, parce que franchement, les solistes internationaux aujourd'hui, je les vois à l'Opéra de Paris. C'est des vies très particulières. T'es tout le temps en vadrouille. Tu vois pas beaucoup tes proches. Et t'as pas beaucoup de temps pour autre chose. Il faut pas se mentir. C'est une vie voilà, qui nécessite énormément d'investissement. Et physique et psychologique. Donc moi, j'aime bien, j'ai besoin de faire plein de choses. Je suis pas sûre que j'aurais été forcément heureuse en faisant que ça. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as formulé de dire, moi je préfère rester vraiment implantée plutôt à Paris, pas faire ces tournées-là, pouvoir avoir ma vie personnelle à côté, ou est-ce que c'est la vie qui a été comme ça ? Non, c'est plutôt la vie qui a été comme ça, parce que même quand j'ai eu Michael, si j'ai gardé, j'ai continué à bouger un petit peu, puisque j'avais un rôle dans une création, voilà, et j'ai bougé. Elle était toute petite. Donc non, mais bon, après, je me suis vite rendu compte que quand même, quand tu choisis de faire des enfants, il faut quand même un peu assumer que tes enfants, ils ont besoin de toi en termes de contact. Et là, c'est pas pour... Enfin, moi, je suis hyper pour la liberté des femmes au boulot, et vraiment. Mais c'est aussi, il faut quand même être concret. Quand tu fais des enfants, c'est pour aussi être là pour eux. Et en tant qu'artiste, franchement, c'est compliqué des fois, parce qu'évidemment qu'il faut bouger. Et moi, je me rappelle qu'elle m'avait fait la gueule quand j'étais revenue. De ces 2 semaines d'absence, elle était vraiment petite, 6 mois, 7 mois, un truc comme ça. Et bah ouais, j'étais pas bien, tu vois, parce que bon, après, même la pédiatre, elle m'avait dit non, mais c'est pas grave, elle a son papa qui est là, donc c'est bon. Mais ouais, je sentais que c'était pas forcément à sa place dans la première année, en tout cas, tu vois. Oui, puis au final, t'as peut-être pas forcément eu l'impression non plus que ce soit un sacrifice. C'était bien aussi d'être auprès d'elle. Bah ouais. Pas l'impression d'avoir sacrifié. Non, pas du tout. Pour ça. Pas du tout. Et puis après, c'était encore un truc de pas aussi faire comme tout ce que tout le monde te disait. J'avais 22 ans quand je l'ai eu. Avec mon conjoint, on s'est rencontrés en conservatoire. Je peux te dire que ça n'a pas été spécialement bien vu qu'on ait un enfant si jeune dans notre métier. Et en même temps, c'est pas étonnant non plus, parce qu'on t'a demandé d'avoir une vie d'adulte tellement jeune que finalement, à 22 ans, ça faisait déjà longtemps que t'étais adulte. Oui, tout à fait. T'as certainement raison, il y a de ça. J'étais prête, c'était voulu, et puis c'était important. J'avais en tout cas déjà compris que mon bonheur, il se ferait dans les deux sens, c'est-à-dire dans le sens professionnel, c'était important. Mais il y avait un sens affectif et familial qui était tout aussi important. Et j'avais peur de passer à côté. Je me suis dit, si je rentre dedans rapidement, où je vais trouver le temps d'eux ? Et donc, ça a été vraiment une volonté de me dire, peut-être ma vie de famille un peu avant. Et puis, si ça doit marcher, ça marchera quand même vers 30 ans. Ouais. Tu vois, je me disais ça. Et puis, même avec mon homme, on se disait ça. Ouais, de toute façon, on constate qu'il y a plein de carrières qui démarrent entre 28 et 35. Ouais, totalement. J'ai vraiment ce sentiment-là aussi. Ouais. Et est-ce que tu as eu l'impression que ça a changé ta manière aussi de voir ton travail et la place que tu lui donnais ? Tu disais que c'était une place qui était assez anxiogène, que tu étais particulièrement stressée, que tu te mettais beaucoup de pression quand tu étais plus jeune au niveau de ton travail. Est-ce que tu as l'impression que ça a fait changer tes priorités de devenir maman et que tu t'es mis moins de pression après au niveau du travail ? Hélas, non. Pour te dire la vérité, les premières années, au contraire. Parce que je voulais être partout. Je voulais vraiment réussir les deux, donc je voulais être une excellente maman. Donc je voulais faire à manger tout maison, tu vois, voilà. Mais je voulais aussi gagner bien ma vie,
pour que mon conjoint il sente vraiment un équilibre financier. Et je voulais avoir mon prix, continuer à passer des concours, ce que j'ai fait. Donc j'étais fatiguée. Donc dans les premières années, je l'ai pas trop compris. Je me suis un peu fait piéger par l'idée de la femme qui réussit sur tous les points, un petit peu. Oui, la maman d'Instagram. Voilà, ce piège social. Bon bah voilà, on a envie de faire bien. On a envie de faire bien, donc on se fait avoir. Là non, là je pense plus comme ça. J'ai plus de recul, il y a moins d'enjeux. Ouais. Il y a moins d'enjeux dans ma façon de chanter parce que voilà, là j'ai recompris que j'aimais chanter. J'aimais le chant. Et voilà, tu t'es reconnectée à ce qui t'a fait commencer au départ, en fait. À cette passion-là, juste pure. Exactement. Et comprendre pourquoi. Ouais. Et ça, est-ce que tu finalement, aujourd'hui, tu as le sentiment de l'avoir compris et te sentir vraiment exactement en connexion avec toi-même maintenant? De plus en plus. Je pense que c'est quand même le travail d'une vie. Mais oui, en tout cas, pourquoi ça a commencé, maintenant, je me le réattribue. Ouais. Et ça fait du bien. C'est-à-dire que c'est quand même mon travail qui était au cœur. Et puis, pourquoi j'ai chanté si petite, bah oui, il y a une histoire derrière ça. Il y a une histoire. C'est pour ça que je te parlais de psychanalyse aussi. Et ça, c'est un truc super. Donc on a, je trouve, les artistes, de cette possibilité d'essayer de comprendre aussi pourquoi on est là et pour nourrir aussi notre art différemment au fur et à mesure du temps. Oui, puis finalement d'y faire raccrocher ceux qui ont ressenti les mêmes choses sans avoir cette voix artistique pour se poser la question. Oui, exactement. Je pense que tu raccroches beaucoup de public et c'est ça qui touche, c'est de se sentir proche et que quelqu'un mette des mots sur ce que tu ressens en fait. Oui, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Mais tu vois, en fait, j'ai réussi avec la thérapie justement, par la voix, à relier les deux. En fait, ce qui est assez génial là-dedans, c'est que ça touche tous les domaines que j'aime. Que ce soit le rapport à la psychanalyse, la voix, la technique vocale, l'amour de l'autre. Parce que vraiment, moi, j'aime les gens. Je pense que c'est pour ça aussi que je suis dans l'art. Que tu sois sur scène, c'est parce que tu as envie de donner, normalement. Normalement, je dis pas qu'on fait tout ça pour ça, mais bon, ce serait bien, normalement. Mais, de donner, de transmettre, et d'accompagner quelqu'un pour lui, juste pour lui. Mais moi, je suis au bon endroit. Et j'adore les mots. Ouais. Et donc, ça rejoint aussi la littérature. Donc, tu vois... Ouais, c'est magnifique en fait de te dire que là, c'était pour ça que tu l'as fait en fait. Sans le formuler au moment où tu as commencé. Oui, tout à fait. Puis il y a presque plus d'espace. Parce que pour en revenir à notre métier, il est plus le même depuis plusieurs années. On est beaucoup. Il y a quand même sur un plateau un metteur en scène avec énormément d'attentes, un chef d'orchestre avec beaucoup d'attentes aussi. Il y a des pressions des maisons d'opéra. Il y a des trucs qui sont dingues maintenant, genre il n'y a plus de doublure. Ah ouais. Ah mais attends, ça c'est quand même... Oui, forcément, ça te met une pression, puisque c'est ça qui peut te pousser à la blessure, en fait. Mais exactement. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, le travail pour mettre en scène, justement, un spectacle, les différentes étapes? C'est vrai que moi, je ne suis pas familière avec forcément avec ce milieu-là. Et de nous expliquer un peu comment ça se passe, comment sont construites tes journées, de l'essence du projet jusqu'au moment où tu le présentes au public. Donc là, tu parles essentiellement de l'Opéra de Paris ? Oui, sur l'opéra. Ouais. Sur l'opéra, moi, je fais partie des artistes des chœurs, donc on a un travail qu'on appelle en studio, donc de travail musical avec nos chefs. On a des chefs de chant et on a des chefs. Les chefs de chant, ce sont des pianistes en fait qui sont accompagnateurs, qui ont fait une formation d'accompagnateurs de chanteurs et qui sont vraiment très spécialisés dans l'opéra. Donc on travaille avec eux. Après on présente notre travail musical à notre chef. Et puis après on part en scénique. Voilà. Donc on a les scéniques toutes simples où on travaille selon les metteurs en scène différemment. Hein. T'as des metteurs en scène qui arrivent, qui savent déjà ce qu'ils veulent exactement. Puis tu as des metteurs en scène qui vont créer avec toi. Bon, moi, j'ai toujours trouvé ça beaucoup mieux que ce qui est plaqué. Mais même ça, je pense que pour les solistes, c'est beaucoup plus sympa. Pour tout le monde, hein. Pour chaque individu du plateau, c'est sympa. C'est différent. Ouais. On construit avec chacun. Et on ne construit pas avec une idée qu'on se fait de chacun. C'est quand même mieux. Donc il y a ça. Donc après les scéniques, elles se déploient. Je te dis donc on a toujours un chef qui nous dirige, mais c'est vraiment plus axé sur la scène pendant plusieurs répétitions. Puis après on va sur le plateau et donc là on travaille avec piano et scène.
Et après, on est en scène-orchestre, on appelle ça. Donc, après avoir fait une générale piano, pour vérifier que tout fonctionne en filant le spectacle, sans encore amener l'orchestre, voir si les costumes fonctionnent. Donc ça, on est déjà en costume. Mais ça, c'est vraiment très réglé. Je veux dire, tous les spectacles se passent comme ça. Oui, bien sûr. Voilà, tu as toujours cette générale piano qui fait pressentir le travail qui va se profiler en scène-orchestre. Et puis, une italienne aussi avant la scène-orchestre où on vérifie que tout est clean en termes musical, qu'on n'a pas perdu ce qu'on a fait en studio avec les chefs. Et puis voilà, après on mélange tout et puis ça fait souvent un heureux mélange. Et c'est voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est aujourd'hui c'est des délais courts. Ce sont des délais vraiment très très courts. On n'a pas tant de répètes que ça. Des fois on est halluciné, mais on voit les solistes arriver la semaine de la générale. Ah ouais, bah ça je l'ai vu. J'ai même vu des solistes arriver 2 jours avant la première générale. Quand c'est pas des créations, tu les vois débarquer parce qu'on leur a dit regarde une vidéo, puisque le spectacle avait déjà été monté. Ils regardent une vidéo et puis ils replaquent les gestes, quoi. Tu vois, là on est encore dans de l'industrie pour le coup. Est-ce qu'on est vraiment... Tu vois, oui, t'as pas ce feeling que t'avais peut-être quand t'étais plus jeune, où vous prépariez vraiment tout ensemble. Là, maintenant, t'es vraiment dans le côté métier. Ouais, mais on était déjà dans le métier. Parce que ce métier-là, il est fait différemment. Là, t'es dans une grande maison quand je te parle de l'Opéra de Paris. Mais t'as encore, heureusement, des endroits de résidence. Aujourd'hui, les artistes, vu qu'il y a quand même une crise avec le virus, là, on a quand même été un petit peu tous touchés. Mais ça l'était déjà un peu avant. Il y a beaucoup de créations de spectacles. Il y a beaucoup de one-man show autour du lyrique, autour des divas. Et ben ça, c'est des gens qui font des vraies résidences. Et qui font... T'as encore des compagnies qui font des spectacles, avec de moins grands moyens peut-être, mais pourtant avec de plus grands moyens de temps, en termes de temps. Oui, puis ça doit être très intéressant de justement essayer aussi ces spectacles-là et de redécouvrir peut-être une vision plus artistique de la préparation d'un spectacle. Pour moi, c'est ça, le monde du spectacle. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc qui se construit pas à pas, petit à petit... Il n'y a pas le plaisir là dans ce que je te décris. Il peut, ça dépend, je te jure, des metteurs en scène. J'en ai vu bien vraiment travailler comme moi, j'aimerais qu'on travaille partout, mais j'en ai vu pas du tout. J'en ai vu pas du tout. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Mais heureusement qu'il y a encore des endroits où il y a cette possibilité de vraie créativité, de vraie création, avec des individus différents au cœur des spectacles, quoi, parce que c'est ça aussi qui est important. Tu dis que c'est un rapport qui est peut-être moins humain avec les metteurs en scène ou les chefs d'orchestre, mais avec les autres artistes, est-ce que vous continuez à rêver encore ensemble et à vous dire que c'est chouette de vivre de votre passion? Ouais, alors ça dépend des gens encore. Tu vois, ça va dépendre de... Mais, et puis, ça dépend des équipes. T'as des équipes où ça se passe super bien, où il y a un vrai esprit fraternel, quoi, dans notre art. T'as des équipes pas du tout, je vais pas te mentir. T'as des gens qui sont dans ce métier un peu comment dire, par évidence, même pas. C'est même plus une évidence pour eux. C'est ouais, on va au boulot et puis. C'est devenu un métier vraiment. C'est devenu un métier. Je saurais pas trouver le mot, tu vois. C'est pas. Ouais, le quotidien est devenu trop présent dans le métier. Voilà. Ouais. Et t'en as d'autres où non, c'est encore... j'adore quand j'ai mes collègues à côté qui me disent « Non mais regarde le Chagall en haut à Garnier. Et ben nous, on a la chance, on est là tous les soirs, quoi. On salue là tous les soirs. » Oui, moi, j'adore. C'est magnifique. Puis en plus, l'Opéra Garnier, c'est quand même... je crois que c'est quand même mythique comme endroit. Oui, ça, on a de la chance. Ouais, ça, je pense que ça reste quand même le rêve de tout artiste lyrique, c'est de pouvoir jouer dans des salles pareilles. Carrément. C'est sublime. Oui, mais donc c'est beau de s'en souvenir. Mais t'en as qui s'en souviennent pas, je t'assure. Oui, parce que tu te déconnectes de la réalité. Oui. En fait, je pense que c'est pas facile de continuer de rêver de ce qu'on a déjà. Oui. Et si tu y arrives, ta vie devient... Alors, je veux pas porter ce message de ta vie est un rêve tout le temps quand t'es un artiste, parce que je pense que c'est pas la réalité. Mais si t'arrives à te dire que quand même, c'est quand même beau, finalement, tu gardes quand même cette passion-là et cette beauté-là. Mais je pense que tu as vraiment, vraiment raison là-dedans. C'est hyper important de le dire. Ça paraît peut-être niais pour certains de dire ça, mais ça, c'est que si tu prends la phrase brute, mais si tu réfléchis un peu, continuer de rêver, c'est aussi continuer de comprendre comment tu es arrivé là. Pourquoi tu es là.
Je vais te prendre un parallèle qui peut-être va te paraître un peu con, mais pour moi, c'est vraiment, ça se travaille de la même façon. C'est l'histoire des couples aujourd'hui, Ouais, totalement. tu vois. Si tu as envie de continuer de rêver dans ton couple, mais oui, rappelle-toi comment t'es arrivé là. Et bien sûr qu'il y a des moments où tu vas pas avoir envie d'aller au boulot, bien sûr qu'il y a des moments où ton mec il va te faire chier le matin quand tu bois ton café, mais quand même, euh, quand tu fais ce travail d'introspection, je pense de toujours essayer de comprendre pourquoi tu fais et pourquoi tu es là, bah, ça redevient une évidence de se dire bah, je suis là où je voulais en fait quand même. Ouais, c'est ça. Puis ça rend ton quotidien plus beau. Bah ouais, c'est pareil, c'est des choses en fait quand elles deviennent normalisées, à nous de les rendre toujours avec encore un peu plein de paillettes quoi. C'est tu ça. vois. Et des fois il y a juste à lever les yeux, tu vois. Comme Oui, un c'est ça. Garnier. Ouais, voilà, c'est ça. Tu lèves les yeux, tu regardes le Chagall, tu fais ah ouais en fait je suis quand même pas mal quoi. Ouais, puis te dire, oui, bah en fait, quand j'étais petite, que je suis montée sur scène pour la première fois, je trouvais ça incroyable. Et en fait, aujourd'hui, je le fais tous les jours, quoi. Oui, et puis c'est des métiers où on a quand même de la chance, quoi. On a de la chance. Ouais. Ce sont des métiers passion, comme certains disent. Donc c'est des métiers où il y a Mais je pense qu'on peut trouver ça partout, hein. Je veux dire, moi, Oui, bien sûr. j'ai des amis qui peuvent être dans des sphères très diverses. Et si t'aimes ton métier, tu peux être passionné, quoi. Dans tout. Ouais, parce que toi, aujourd'hui, si on te demandait de faire autre chose, je prends tes activités au sens large, en comptant la thérapie et tout ça. Si toi, aujourd'hui, on te proposait de refaire les choses différemment, de faire une autre carrière, tu prendrais une autre carrière ou tu referais quand même ça? Moi, je ferais quand même ça. Ouais. Je ferais quand même ça parce que je trouve que là où j'ai eu de la chance, c'est que ça rejoint plein de domaines. Et j'ai réalisé que ça, c'était quelque chose qui m'animait, d'essayer de regrouper. Ce qui m'intéresse, c'est d'être au centre de plein de domaines pour comprendre l'humain. Alors la voix, c'est parfait, tu vois. Ah, mais la voix, c'est idéal. Bah ouais, voilà, c'est ça, la voix, c'est parfait. C'est l'instrument qui te permet de dire le plus de choses, puisque tu peux mettre des mots et des émotions dedans. Exactement. Et t'as tout à fait raison. C'est pour ça que c'est magique. Et on entend plein de trucs dans la voix des gens. Dans la voix parlée, souvent, j'entends plein de choses. Ouais, c'est vrai. Dans notre métier, on dit que c'est le reflet de l'âme. C'est assez beau. Mais c'est totalement ça en plus. Ouais, il y a quelque chose. Je pense que tu donnes vraiment, enfin tu offres vraiment ton cœur aux gens en fait quand tu chantes. Voilà, bah, c'est un métier de mise à nu. Hein. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça que c'est un métier difficile. C'est qu'on chanter devant quelqu'un, c'est se mettre à poil. Hein. Oui, c'est ça. C'est après, il faut réussir peut-être à se construire une carapace qui n'influence quand même pas ta manière d'être artistiquement, mais qui te protège. On aimerait bien avoir une carapace, mais je crois que l'enjeu, il est d'être vraiment spontané et soi-même. Et donc, c'est fort quand même, c'est puissant. C'est une vraie mise à nu. Humainement, je pense que ça ferait du bien à tout le monde de chanter. Je pense. On en parle, je renvoie là à l'épisode 3, un moment où en fait je recevais Félix et qui nous disait mais je pense qu'en fait des gens qui peuvent être parfois violents ou qui peuvent avoir de l'aigreur en eux, s'ils faisaient une activité artistique, même pas professionnellement, juste une activité artistique, ils iraient mieux et ça les apaiserait. Mais il a tout à fait raison. Parce que le propre de l'art, c'est d'hurler non à la mort, je crois. Et dans ce que tu viens de dire, tu parles de violence, tu parles de morbidité, en fait. Et les gens, quand ils ont ça en eux, c'est qu'ils souffrent. Et voilà, la souffrance, elle est pour moi indubitablement liée à cette idée de quelque chose qui se termine, de séparation, donc de la mort. Donc oui, la créativité, quelle qu'elle soit, c'est une façon de sublimer cette peur de la mort. Est-ce que tu peux nous parler des souvenirs qui t'ont le plus marqué dans ta carrière, des moments où justement tu t'es dit ah là je suis vraiment à ma place et je me sens vraiment bien, de ces moments-là que tu penses que tu te rappelleras toute ta vie quand tu penseras à ta carrière? À chaque moment où j'ai pu chanter et bien chanter. Donc il y en a pas mal, mais oui, les débuts, évidemment. Parce que c'était tellement fluide, j'avais l'impression d'être tellement à ma place. Il y avait quelque chose de si simple d'être sur scène. Ça, c'était vraiment... Même maintenant, ça m'interpelle encore. Tous les moments de scène. Franchement, moi, tous les moments de scène me parlent.
J'ai des souvenirs de Journal d'un usager de l'espace avec Didier Locoud, où je suis complètement dans l'archétype d'une petite bonne femme alors que j'ai 10 ans et c'est moi qui joue avec un petit tailleur, une espèce d'agente immobilière hyper guindée, très rêche. J'ai aussi du texte parlé, donc c'est rigolo, c'était rigolo à faire. Oui, c'était jubilatoire. Tous les moments, en fait, j'adore prendre des rôles aussi. Et chanter la Traviata, ça reste vraiment quelque chose. C'est un rôle que j'aime et que j'aimerais faire toujours, toujours, toujours. Je l'ai fait, j'ai eu la chance de le faire avec à la mairie du 13e, pour pas un très grand projet, mais on s'en fout, tu vois. J'étais enceinte en plus à ce moment-là, donc c'était vraiment hyper particulier. Mais ce rôle, t'as certains rôles comme ça, il m'habitera toute ma vie parce que je sais même pas, je saurais pas te dire. Je le mets, j'ai l'impression de mettre une robe à moi, quoi. Ouais, t'as l'impression d'être née pour ça, en fait. Ouais, t'as des rôles comme ça où t'as l'impression, alors que pourtant ils sont pas spécialement des reflets de ta personnalité. C'est ça qui est étonnant. Bah, dans ce rôle-là, ce qui est beau, ce que j'adore faire, c'est cette espèce de courage, tu vois. Enfin, la Traviata, je sais pas si tu vois un peu le livret. Ouais. Le livret, c'est la Dame aux Camélias. Donc on est vraiment dans le milieu des courtisanes, quoi, 19e. Et c'était au cœur de l'époque romantique. C'est les plus beaux moments. Enfin, c'est des moments de musique qui sont magnifiques. Bah déjà, Verdi, moi j'adore. C'est vraiment un des compositeurs que j'aime le plus chanter. Mais il y a aussi cette dimension de se mettre à la place d'une courtisane à cette époque-là qui gardait sa liberté grâce à ça. Et c'est ça, bah aujourd'hui, pour une femme, c'est hyper parlant, une femme artiste. Parce que c'était des femmes qui étaient souvent liées au milieu artistique. Ouais, totalement. Non, c'est vrai que c'est forcément des moments de carrière qui te marquent, quoi. Ouais, donc ça, oui. Voilà, je te dis, les rôles que j'ai adorés, bah, Brune Dibard, enfant, c'était hyper éloquent, puisque bah, premier rôle, c'est un premier rôle, donc c'est très très fort. Je garde un souvenir remarquable de la rencontre avec un chef qui s'appelle Casatsus, je sais pas si tu le connais, mais qui est très connu dans notre métier, et qui était venu me voir en loge pour me dire que c'était formidable. Et moi, je te dis, je me voyais toujours un peu en dessous. Ouais. Donc, qu'on vienne me voir, c'était, je sais plus, de Lille, non, je sais plus où c'était. Lille, non, je crois que c'était à Lille. Parce qu'on faisait tout le temps des tournées dans le Nord. Alors là, pour le coup, les théâtres, ils se mélangent. Et d'avoir Jean-Claude Casatsus qui vient me dire mais je voulais venir vous voir parce que c'était formidable, il faut absolument que vous continuiez. C'est formidable ce que vous faites sur scène. Il fait, ah ouais, bon, bah ça c'est quand même c'est cool. Une validation. Ouais, pas des voilà. moindres. En fait, ouais, je crois que je retiens aussi les validations. Mais je crois aussi, je vais garder des souvenirs extraordinaires de tous les moments de découverte. Les moments de découverte d'un spectacle, les moments de découverte d'un milieu. Ouais. Moins le jazz, je vais pas te mentir. Le jazz, j'aime, mais c'est pas là où je peux m'exprimer le mieux. C'est sûr, parce que peut-être que c'est pas ce qui t'a parlé en premier aussi. Oui. Là, l'art lyrique, ça a presque été une seconde langue. Tu l'as commencé tellement jeune que... Oui, puis il y a quelque chose de l'ordre du cri dans le chant. Ouais. Un beau cri. Hein. Mais peut-être que je pense que j'avais besoin de crier quand j'ai commencé à chanter. Donc le jazz, on n'est pas là-dedans. Et voilà, oui, le lyrique restera, je pense quand même, toujours mon premier amour vocal. Oui, tu le ressentiras toujours comme ça. Ouais, toujours comme ça, ouais. C'est quoi pour toi la plus grande richesse de ce métier-là, de ta vie professionnelle et de ce métier d'artiste lyrique? La plus grande richesse C'est difficile cette question-là. Il y en a plein dedans, mais d'être libre. Au final, un artiste... Oui, tu la ressens quand même, toujours cette liberté-là. Oui, de faire ce que j'aime, d'aller... de pouvoir vivre de quelque chose qui m'amène toujours vers de nouvelles découvertes, qui me fait rencontrer du monde aussi. Anecdotiquement, c'est quand même important. Mais surtout, d'avoir l'impression que je peux faire quand même ce que j'ai envie de faire. C'est toi qui choisis tes projets aujourd'hui à l'Opéra de Paris ? Non. Mais ça, c'est pas grave, puisque je peux en faire d'autres à côté. Donc oui. Voilà, c'est ça qui est important. C'est pour ça que je te dis que là, je suis sur d'autres projets dans ma tête. J'ai envie de garder l'Opéra de Paris. Je trouve que c'est vraiment important pour moi,
pour moi, artistiquement, et puis même dans ce que ça me demande techniquement, parce qu'on continue toujours à travailler, hein. Si on aime ce qu'on fait, on continue à travailler sa voix, des rôles, on a toujours plein de choses à travailler. Mais à côté, j'ai vraiment des envies de monter mon spectacle, de monter d'autres spectacles. Et ouais, j'ai des pistes. Bon, voilà, j'ai des pistes qui sont déjà là. J'ai commencé à travailler dessus depuis plusieurs années. Après, il y a le Covid qui est tombé dessus, donc c'était pas très agréable. Bah, pour développer un projet artistique, c'est pas là où tu peux le plus t'inspirer de ce que tu vois dans la vie, je pense. Bah oui, puis il y a eu une fermeture, quoi. Ouais. Il y a eu une fermeture, on pouvait même plus faire de résidence. Donc après, il y a tellement de projets qui sont tombés à l'eau que... Enfin, tu vois, là, il y a vraiment eu un enjeu de date. Il y a des projets qui n'ont pas été faits, qui ont été reportés. Il y en a qui n'ont pas été faits, mais qui seront jamais joués. Il y en avait juste derrière. Ouais, donc... Puis avec le temps, j'ai compris qu'il fallait prendre son temps. Et ça, c'est quand même super agréable aussi quand tu te dis ça. Oui, parce que tu t'enlèves une pression monstre, en fait. Ouais, l'urgence. L'urgence, c'est pas terrible, l'urgence. L'urgence de réussite, c'est pas... La pression, elle peut fonctionner un petit peu. Ouais. Mais elle a toujours une durée limitée. Bah, je te l'ai raconté dans mon histoire, et je pense que je suis pas la seule à pouvoir témoigner de ça, hein. Non, je pense en effet que en fait, t'es aussi dans des carrières qui te demandent d'être tellement perfectionniste et de tellement répondre aux attentes que forcément, t'as l'impression que l'urgence fait partie de ce métier. Pour réussir à en sortir, c'est un sacré boulot, quoi. Bah, c'est ça, parce que en fait, tu te programmes sur l'attente de l'autre, et donc tu prends pas ton espace ni ton temps. Et la maturité artistique, je trouve que c'est pour ça qu'elle nous offre une liberté. C'est pour ça que c'est ça la chose la plus riche qu'elle me donne, mon activité, c'est de prendre ma place et de prendre mon temps. Et donc d'accéder au bonheur. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, il me semble. Mais oui, si tu te sens à ta place, forcément, t'es heureux où que soit ta place, dans n'importe quel milieu. Quand tu te sens à l'endroit où tu dois être, t'es forcément plus heureux. Ouais, mais des fois, tu vois, on commence et on est quand même dans le bon domaine, mais on se sent pas à sa place. Il faut du temps. Du temps et des rencontres, comme tu le disais tout à l'heure. Je pense que tu as des rencontres qui peuvent te faire changer ton chemin ou le voir différemment. Exactement. Et du travail, mais pas du travail comme on l'entend toujours. Pas du travail technique acharné, pas des heures de travail forcené. Un vrai travail d'introspection, de recul et de changement de perspective aussi. Si toi, aujourd'hui, tu pouvais parler au toi enfant quand tu commences tes cours justement d'art lyrique, vers 6 ans, ouais. ou un peu plus tard, au moment de l'adolescence, quand tu montes sur scène à plusieurs reprises et que tu suis ton cursus en même temps, qu'est-ce que tu te dirais au toi enfant? Est-ce que tu auras un message à te faire passer pour peut-être vivre les choses différemment? Ouais, bah, je me dirais, écoute, calme-toi, tout va bien se passer. Déjà d'une part. Et arrête d'avoir peur parce que oui, tu es déjà à la bonne place. Donc prends juste le temps de déguster le chemin. Vraiment. Et arrête de passer à côté de ce qui est beau autour de toi parce que tu as peur de le perdre. Et ça, je pense que si quelqu'un me l'avait dit, j'aurais pu le comprendre quand même à l'époque. Ouais, et puis c'est une réflexion qui est très dure. C'est vrai que cette peur de perdre ce qu'on a, finalement, ça nous empêche souvent de vivre pleinement ce qu'on est en train de vivre et c'est hyper dommage. Ouais, tout à fait. Cette peur de perdre. Mais bon, tu vois, là, on rejoint un enjeu d'éducation, hein. Parce que quand tu as l'impression que aussi tu es aimé à travers de la performance, t'as pas l'impression d'être aimé pour des bonnes raisons. Et mais même si c'est qu'un point de vue, hein, de l'enfant, hein. En tout cas, c'est comme ça que c'était ressenti de ma part. Et donc forcément que ça fait une peur de perte. Non seulement de ton art, mais des gens que t'aimes. Oui, de la reconnaissance, si t'as l'impression d'être reconnu pour ça. Oui, exactement, de la reconnaissance et puis de l'amour en règle générale. Puisque si ton amour il est lié à ça, si t'arrêtes de bosser, si t'arrêtes d'être un artiste, ou si t'arrêtes d'être dans une forme d'excellence dans ce que tu fais, que ce soit n'importe quoi, musique, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui me reste? Ouais. Oui, t'arrivais pas à trouver justement ce que tu pouvais faire
d'autre ou ce que pouvait être ta vie si jamais à un moment ça a basculé un petit peu et que tu avais moins de projets? Ben c'est ça, exactement. Est-ce que j'étais autre chose qu'une chanteuse? Est-ce que, enfin, tu vois, c'était difficile de me trouver en tant qu'essence individuelle sans le chant. Et ça, c'est important aussi. On n'est pas que des artistes, hein. Mais d'où l'importance de ce travail de thérapie que tu fais aujourd'hui et espérons qu'il soit plus développé que ça pour que ce message passe jeune, en fait. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire, en tout cas, là-dedans, je pense. Pour conclure, est-ce que tu voudrais passer un dernier message? Tu vois, le podcast s'appelle Persévérer pour mieux rêver. On voit que toi, ça a été une sacrée persévérance et que ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Non, ça c'est clair. Est-ce que tu veux passer un message aux auditeurs là-dessus? En effet, les rêves, c'est hyper important. Il est génial, ton titre de podcast, parce qu'il y a les deux. Il y a persévérer et il y a rêver. Et moi, je l'aurais peut-être inversé. J'aimerais peut-être dire rêver pour mieux persévérer. Ouais, c'est vrai que ça fait sens aussi. Tu vois, si tu le retournes, c'est peut-être plus proche de moi comment je verrais les choses aujourd'hui. Mais j'entends très bien pourquoi c'est le rêve qui t'a permis de jamais lâcher cette vie. Hein. De rêver le rêve, c'est pas forcément que sur soi. C'est pas je rêve d'être là. Mais c'est aussi de ce qu'on rêve pour les autres, du monde dans lequel on veut évoluer demain. Et ça, c'est aussi sympa de rêver de ça. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup d'être venu dans le podcast. Écoute, merci à toi. C'était très agréable. C'était un vrai plaisir. Ouais. Merci Justine. Merci à toi. Cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à la suivre sur Instagram, Facebook et Twitter afin d'être informé de son actualité. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme proposant d'évaluer l'émission, lui attribuer la note maximale m'aidera à développer ce projet. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, sur les réseaux ou à échanger directement avec moi pour me faire part de vos commentaires. Merci pour votre bienveillance et à bientôt sur Persévérer pour mieux rêver.